À l'appel du Conseil national de transition, le Premier ministre répond pour un exercice à la fois démocratique et historique ce jeudi 21 avril 2022. La séance de questions d'actualité sur des sujets intéressant la vie de la nation et sur lesquels les Maliens voulaient des éclairages. Le président du Conseil national de transition, le colonel Malik Diaw, ouvre la séance et fait observer une minute de silence pour toutes les victimes civiles et militaires du terrorisme. De bien vouloir observer une minute de silence. Que leur âme repose en paix. Je vous remercie. L'ordre du jour est adopté et les débats sont ouverts avec une note introductive de la commission loi du CNT. Nous tenons à féliciter vivement le président de la transition, le ministre de la Défense et des anciens combattants, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile et affirmer notre soutien indéfectible à nos femmes et les encourager pour tous les efforts déployés. Force est de constater qu'en dehors du volet sécuritaire, où nous enregistrons des résultats encourageants, les objectifs déclinés dans le chronogramme de juin 2021 à février 2022 ne sont pas atteints. Le décor campé, la séance des questions pouvait commencer avec un premier round de 2 heures d'interrogation. Ne serait-il pas mieux indiqué de réduire les dépenses publiques sur la base des rapports annuels de performance des budgets programmes, Monsieur le Premier ministre? Quelles sont les dispositions que le gouvernement compte prendre? L'administration publique est infestée politiquement, ce qui impacte négativement sur le processus décisionnel. Quelles sont les stratégies adoptées par le gouvernement pour dépolitiser l'administration? Monsieur le Premier ministre, le moment est venu de vous arrêter et de jeter un regard rétrospectif sur vos 10 mois à la tête du gouvernement. Êtes-vous fier de votre bilan? Pour bien comprendre et apprécier l'action du gouvernement, il faut le situer dans un contexte. Toute action politique déconnectée de son contexte peut ne pas avoir une bonne appréciation. Sur le plan géopolitique, sur le plan sécuritaire, sur le plan économique, sur le plan financier. Notre pays s'est trouvé face à plusieurs crises. La crise sécuritaire qui est la déterminante, la crise de la Covid qui est là depuis 2 ans, on pensait que ça allait finir, la crise politique, la crise institutionnelle, la crise avec la CEDEAO, la crise avec la communauté internationale, qui a pris une dimension qui n'était pas celle que nous attendions. La vérité, c'est que le virage stratégique que le gouvernement a pris, de prendre la voie de la souveraineté, de l'indépendance de décision de l'État malien, de l'indépendance des choix stratégiques, des choix militaires, ont bouleversé la donne autour de nous. Du jour au lendemain, notre principal partenaire stratégique a dit qu'il nous laisse, créer un vide qu'il fallait boucher. Toutes les emprises laissées devaient être prises par notre armée. Cela a nécessité un changement total dans la stratégie de financement de nos activités. Parce que nous sommes dit que d'abord et avant tout, la sécurité. Et aujourd'hui, tout le monde en est fier. Mais ça a eu un prix, un coût à payer. C'est qu'on a eu le sentiment qu'on a délaissé les autres secteurs. Nous avons parié sur la relance de l'économie. Et c'est pour cela que d'une récession de moins 1,2% en 2020, malgré la crise de moins 1,2%, donc on était en récession en 2020, nous avons fait une croissance de 3,1% en 2021. On a prévu un déficit de 5%, mais malgré la crise, nous avons fait un déficit de 4,7%. La stratégie garantissant la dépolitisation de l'administration fait partie des actions en cours d'exécution et le processus est bien avancé. Le comité de pilotage est mis en place et le processus de recrutement du consultant est finalisé. La mise à disposition des ressources financières est en cours en vue du démarrage des activités.
Le contexte rappelé, le Premier ministre est revenu sur les efforts du gouvernement pour faire face à la conjoncture actuelle. La guerre en Ukraine ayant occasionné la hausse du prix du carburant à l'échelle internationale. À cela s'ajoutent les sanctions de la CEDEAO qui ont entraîné la cherté de la vie. Mais l'État est intervenu, selon le Premier ministre, tout en gérant le front social. Pour le carburant, le gouvernement a été amené à faire 120 milliards de subventions pour maintenir le prix à la pompe à un niveau acceptable pour les Maliens. Pour le blé, 25 milliards. Pour l'huile, 35 milliards. Pour la viande, 750 millions. Pour le gaz, 11 milliards. Pour les engrais, 16 milliards. Donc 96 milliards d'impayés pour la CMDT. Parce que nous sommes arrivés à la conclusion que la CMDT va tirer l'ensemble de l'économie. Donc il ne fallait pas lésiner sur les moyens, sur les coupes dans les autres secteurs, pour investir. Parce que quand le coton marche, les huileries marchent, le transport marche, les carburants marchent, les vendeurs de savon marchent, l'aliment bétail marche. Donc il faut un effet d'entraînement. C'est des choix qui ont été faits et c'est des choix responsables. Aujourd'hui, nous sommes à une production record, historique, pour ainsi dire. Le gouvernement, au début, était dans un champ de mines, vous vous rappelez, à notre prise de fonction. C'était des grèves illimitées partout, des menaces de grève. Tous les syndicats se sont levés. Il y a des syndicats que personne n'écoutait. Par exemple, le syndicat des surveillants de prison. Ils disaient qu'ils n'ont jamais été reçus, a fortiori de négocier avec eux. Tous les syndicats, nous nous sommes mis à négocier avec eux nuit et jour. Et pour donner satisfaction aux syndicats, dans le but d'améliorer les conditions de vie des citoyens, nous sommes allés à 204 milliards de francs CFA de plus qui n'étaient pas prévus. La dette intérieure, des dettes accumulées depuis des années, de 315 milliards. Nous avons payé ça pour permettre à l'économie de tourner. Sinon, le pays allait se bloquer. Une dizaine de questions des membres du CNT portaient sur les relations entre le Mali et la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, à savoir si le dialogue reste toujours maintenu pour la levée des sanctions. La question relative à la CEDEAO, nous avons dit que pour que le Mali ait une chance de faire une transition et installer les autorités civiles, et que ce soit la dernière intervention de l'armée sur la scène politique, nous devons tirer les leçons de l'échec des transitions passées. Vous vous souviendrez qu'après la crise politique post-électorale de 2018, c'est la CEDEAO qui a envoyé une mission de haut niveau au Mali, qui a déposé un rapport en octobre 2018 et qui a demandé de ne plus faire d'élections sans faire les réformes politiques et institutionnelles. Le gouvernement n'a fait que reprendre ça, parce que ces réformes n'avaient pas été faites. Vous avez aussi la problématique de l'union sacrée. Lorsque les Maliens se sont soulevés, c'est un rappel, mais qui est nécessaire pour fixer les lignes du débat. Il y avait 5 revendications autour desquelles le peuple s'est mobilisé. La première revendication, c'est la sécurité. Personne ne discute aujourd'hui, personne ne remet en cause ce qui est fait. La deuxième revendication, c'est la nécessité de réformes politiques et institutionnelles. Tout le monde peut réviser les slogans des manifestants. La troisième, c'est la nécessité d'organiser des élections transparentes, créer les conditions pour minimiser les risques de contestation des élections. Étant donné que la crise politique qui a abouti au changement de régime est partie des élections législatives, dont les résultats ont été contestés par une partie de la population. La quatrième revendication, c'est la lutte contre l'impunité
et la corruption. Voilà les 4 revendications majeures qui servent de boussole au gouvernement de transition. Et donc, le débat en réalité avec la CEDEAO a bloqué parce que jusqu'à une date récente, on voulait ramener la transition à l'organisation des élections. Le gouvernement a tenu ferme et aujourd'hui, je crois que personne ne discute le fait que la transition ne peut pas se ramener uniquement à l'organisation des élections. La question maintenant, quelles réformes il faut faire? Jusqu'où les réformes peuvent aller? Sur ces questions, il y a des divergences de fond qui ont fait qu'il ne pouvait pas y avoir d'entente. Parce qu'il y a une partie de la classe politique, il ne faut pas le nier, qui voulait ramener la transition aux élections, au motif que le gouvernement aurait pris des engagements, au motif qu'un agenda a été publié. Quand l'agenda a été publié en avril 2021, avant la rectification de la transition, la Constitution était prévue d'être votée en septembre-octobre 2021. Tous les Maliens savaient très bien que ce n'était pas faisable. Il s'agissait de donner des gages pour rassurer la communauté internationale. Nous avons décidé de tenir le discours de la vérité. Nous avons dit à la communauté internationale qu'on ne peut pas tenir les élections dans cette période. Le président de la transition a instruit au gouvernement de rechercher de façon obstinée le consensus autour des réformes qu'il faut faire pendant la transition, de chercher l'inclusivité. 5 mois ont été, j'allais dire, perdus. Parce que de toute façon, une partie de la classe politique qui n'a pas accepté de changer de position est restée dans sa position jusqu'au bout. En novembre, le président de la transition lui-même, chef de l'État, est descendu dans l'arène pour rencontrer les différents regroupements, pour leur dire qu'il souhaite qu'ils participent aux assises nationales de la refondation, pour qu'on rebâtisse le Mali sur de nouvelles bases. Tous les Maliens. Il y en a qui ont dit non. Qu'est-ce que vous voulez en ce moment? 4 mois. Les assises étaient prévues pour être tenues en août. La recherche de l'inclusivité nous a amenés jusqu'en décembre. Quand elles se sont tenues, le peuple s'est exprimé. Je n'ai pas besoin de revenir sur tout, mais vous savez la suite. Ce qui intéresse les Maliens et ce qui ressort de vos différentes questions, où en est-on aujourd'hui? Je dois vous dire que les discussions avec la CEDEAO continuent. Le président de la transition est en contact permanent avec ses homologues de la CEDEAO. Les 2 équipes qui sont installées, l'équipe politique, chapeautée par le ministre des Affaires étrangères, et l'équipe technique, chapeautée par le ministre de l'administration territoriale, discutent en permanence avec les membres de leurs équipes. Des points positifs soulignés par l'organe législatif de la transition, ils sont relatifs à la prise en compte des personnes handicapées et du retour de l'honneur et de la dignité du Mali. Je suis dans une très grande joie. La raison est que, au passage de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, le 2 août 2021, pour la présentation du plan d'action du gouvernement de la transition, l'une de mes questions était le recrutement des 32 jeunes diplômés qui étaient bloqués depuis 2012. Aujourd'hui, les personnes vivant avec un handicap, plus particulièrement les jeunes diplômés, ont vu le bout du tunnel. Hier, au Conseil des ministres, il y a eu 41 personnes vivant avec un handicap recrutées à titre exceptionnel à la fonction publique. Merci, Excellence. L'honnêteté intellectuelle et morale m'oblige à féliciter le Premier ministre et l'ensemble du gouvernement pour le retour de l'honneur et de la dignité du Mali en 10 mois, des valeurs qui ont été foulées aux pieds pendant 30 ans de démocratie de façade.
Compte tenu de la montée en puissance de notre armée héroïque, avons-nous encore besoin d'une force d'occupation? Est-il nécessaire de renouveler le mandat de la MINUSMA? Qu'en est-il du départ effectif des forces Barkhane et de Takuba? Boubacar Sidiki Fomba, effectivement, notre accord de défense avec la France, c'est très simple. Lorsque le gouvernement français a décidé de façon unilatérale d'arrêter les opérations militaires avec nous au motif que nous aurions décidé de discuter avec les groupes extrémistes. C'était la raison avancée. Le président leur a dit que c'est une demande du peuple malien depuis des années. Deuxièmement, parmi ces groupes qu'on appelle terroristes, il y a du tout. Il y a des personnes qui se sont trouvées par cupidité. D'autres, on les a forcés. D'autres, on les a endoctrinés. D'autres, par frustration. Donc, le noyau dur des personnes qui sont endoctrinées, qui sont effectivement des terroristes, peut-être qu'ils ne sont pas nombreux. En tendant la perche à des citoyens, ils peuvent peut-être prendre la perche pour se racheter. Mais l'armée n'a jamais dit qu'elle arrête les opérations militaires. Donc c'était un prétexte pour faire chanter, parce qu'on a une direction politique qui ne leur plaisait pas. C'est aussi simple que ça. Pour montrer que c'était un alibi, mais les pays où ils se replient maintenant, le président a non seulement libéré les terroristes, il les a reçus au palais, il a envoyé des équipes négocier avec eux. Pourtant, ils n'ont pas dit qu'ils quittent ce pays. Donc, c'était un prétexte. À partir de ce moment, le président de la transition a pris ses responsabilités. Il dit, dès lors qu'il y a un accord entre nous, qu'une partie peut violer, c'est ce que j'ai appelé l'abandon en plein vol. Nous allons nous asseoir et lire cet accord. Ce qui ne vous convient pas, vous l'enlevez. Ce qui ne nous convient pas, on l'enlève. Ce sur quoi on est d'accord, on le garde. Et ce qui ne convient pas au Mali, on l'a enlevé. On a écrit et on a envoyé, on attend la date d'aujourd'hui qu'on vienne négocier un accord qui convient à nos intérêts, qui respecte notre constitution. Le renouvellement du mandat de la MINUSMA, c'est vrai, attendu au mois de juin 2022. Bien qu'il ne faut pas s'attendre à un changement notable de son mandat, certains pays contributeurs de troupes laissent entendre qu'ils vont réévaluer le niveau de leur participation en raison du retrait de la force Barkhane. Au demeurant, le gouvernement malien s'attelle à faire prévaloir ses priorités stratégiques pour l'essentiel déjà contenu dans le présent mandat. La vérité, c'est qu'il faut que les Maliens se convainquent définitivement. Ce n'est pas les forces étrangères qui vont ramener la paix au Mali. Seule notre armée, équipée, bien formée, mise en condition, peut ramener la paix de façon définitive. Et notre armée, sans exagération, est l'une des armées qui s'acquitte de façon extraordinaire de sa mission. C'est l'une des rares armées qui recrute, qui forme, qui s'équipe et fait la guerre en même temps. Beaucoup se préparent pendant des années pour la guerre. Les circonstances de l'histoire ont imposé à notre armée de faire concomitamment ces trois missions. Et nous sommes persuadés que ce n'est qu'en mettant notre armée dans les conditions, en ayant l'autonomie totale de décision, d'opérer à n'importe quel coin de notre territoire, de faire face à n'importe quel ennemi. Ce n'est qu'à ce prix que notre pays sera respecté, que la question de la présidence de la MINUSMA se posera.
Tous les membres du CNT sont unanimes sur la montée en puissance des FAMA et l'apprécient à sa juste valeur. Une montée en puissance qui se remarque à travers des résultats engendrés sur le terrain. Les Maliens doivent rester unis derrière l'armée pour faire face au terrorisme. Abdelkarim Daou a parlé des acquisitions d'aéronefs, il s'est félicité de ça. Il a demandé les sources de financement. C'est vraiment les budgets nationaux. Vous imaginez, dans la situation actuelle, personne ne va nous donner son argent pour nous équiper. Au contraire, c'est ce qu'on a attendu pendant des années. Je vous avais dit avant, on sort l'argent du budget d'État, on ne peut pas acheter. Ou bien on achète, on paye l'argent, on refuse de nous le donner. C'est ce que j'ai dit d'ailleurs à un diplomate. J'ai dit, mais on achète chez vous, vous refusez de nous donner. Ou bien on paye, vous bloquez. Mais on va là où on ne nous bloque pas. Quand on paye, au moins on a nos équipements. Donc les équipements sont payés cash sur le budget national. Et j'imagine, et vous pouvez compter sur nos officiers, qu'en achetant, ils intègrent tout, les coûts d'entretien et de formation. Ce n'est pas pour rien que les instructeurs russes que nous avons, il y en a qui veulent coûte que coûte nous obliger à dire que c'est des mercenaires. On dit non, ils disent oui, que c'est des mercenaires. Et il y a des chefs d'État de la CEDEAO qui vont jusqu'à la tribune des Nations Unies pour dire oui, que c'est des mercenaires que le Mali a recrutés. Le président leur a dit, mais ça vous coûtait quoi de venir nous voir, de discuter avec nous ou même de nous téléphoner, au lieu de vous référer juste à des articles de presse d'un autre pays. Alors, pour l'acquisition du matériel, je disais que c'est le budget national. Naturellement, ces chiffres, on ne peut pas les donner. Ça, dans aucun pays, les gens ne vont donner les détails. Ils peuvent donner des chiffres en gros. Je crois que c'est des questions, vous comprenez vous-même que je ne vais pas m'attendre là-dessus parce que ça n'apporte pas grand-chose au débat. Ce que les Maliens veulent savoir, ils ont du matériel de guerre qui fonctionne, qui les sécurise. Maintenant, combien on a payé, est-ce qu'on les répare? Ça, c'est les affaires des militaires. Sur la question de mise en œuvre du comité de suivi des recommandations des Assises nationales de la refondation, le Premier ministre a informé que le président de la transition a signé le 20 avril 2022 le décret portant création, organisation et fonctionnement du comité indépendant de suivi et évaluation de la mise en œuvre des recommandations des Assises nationales de la refondation. Cette structure sera composée de 15 membres et quant au chronogramme de la transition, il s'étalera sur 24 mois. À partir de cet instant, nous engageons le processus de mise en œuvre de tout le plan de la transition pour les 2 ans qui ont été retenus par le président de la transition à l'issue de 10 négociations. Notre idée, je vais vous dire en grand trait le chronogramme électoral de la transition tel qu'on a prévu. La durée de 24 mois qui est proposée, de réaliser les conditions sine qua non minimales et les activités de préparation d'organisation de réussite du référendum constitutionnel des élections générales libres et transparentes. Pendant les 12 premiers mois, il est prévu l'amélioration progressive de la situation sécuritaire, y compris l'effectivité du processus de DDR insertion en application des dispositions de l'accord pour la paix et la réconciliation. Le redéploiement de l'administration et des services sociaux de base et le retour maximum des réfugiés et des déplacés internes. Le parachèvement de la réorganisation territoriale pour la détermination des circonscriptions administratives et électorales. Dans les 6 premiers mois, il y a l'élaboration de la nouvelle constitution, ainsi que les autres textes connexes liés à la préparation des élections législatives, tout ce qui découle du processus électoral. Dans les 8 premiers mois, si la loi sur l'organe unique est votée dans les meilleurs délais, nous pensons qu'on pourra la rendre opérationnelle avec la constitution des équipes de personnel au niveau national, local et extérieur. Une fois installé, l'organe unique indépendant chargé des élections, dans les 8 mois suivants, il procéda à l'acquisition du matériel technologique et du matériel électoral, ainsi que la formation du personnel et des agents électoraux.
Dans le même temps, il procédera à l'audit et à la consolidation du fichier actualisé et intègre dans l'ensemble des circonscriptions électorales, y compris les juridictions des missions diplomatiques et consulaires. Par la suite, l'organe unique mettra en œuvre, dans les 3 mois qui suivront, les préparatifs des opérations électorales, la campagne et la tenue du référendum. Dans les 3 mois suivants, les préparatifs des opérations électorales, des campagnes et la tenue des élections couplées. Dans la 2e année, toutes les activités sont menées dans les délais, mais en veillant à ce qu'on raccourcisse au maximum les délais pour retenir 4 périodes électorales. Les scrutins référendaires. Ensuite, il y aura les élections concernant les présidentielles, les législatives, les élections territoriales. L'ordre de la tenue de ces élections n'est pas arrêté au niveau du gouvernement. C'est un débat qui continue. Plusieurs autres questions avaient trait au choix du Mali pour la carte d'identité biométrique. À date, il est prévu de la renouveler à 5 000 francs CFA. Cette carte a une validité de 5 ans. Elle va d'office remplacer la carte d'identité nationale. Pour l'application de la loi 052, le Premier ministre a souligné que le gouvernement fait des efforts au fur et à mesure. Dr Choguel Kokala Maïga a par la suite expliqué clairement les choix budgétaires prônés par le Mali avec la situation de crise et la guerre en Ukraine. Des choix qui ne font pas forcément l'unanimité, mais qui tout de même, selon lui, sont axés sur comment aider le Mali à se relever et faire face aux différents défis. Il a fait allusion aussi aux conditions de création d'une monnaie nationale. Il y a des étapes dans la construction de l'État qu'il faut aborder avec beaucoup de discernement. Nous avons déjà créé une monnaie. Il faut tirer les conséquences des raisons de sortie de cette monnaie. On a créé la monnaie en 1962, je crois. On a signé les accords franco-maliens en février 1967 pour dire qu'on retourne au CFA dans 5 ans, donc en 1972. Il faut s'interroger sur les raisons. 1. Deuxièmement, si on décide de créer notre monnaie, on doit le faire, je pense qu'on ne doit pas le faire dans la situation de tension tout de suite avec la CEDEAO. On sort de cette crise, on construit un État solide, et si le peuple malien le décide, il le décidera. Les membres du CNT disent constater une lenteur dans le traitement des dossiers de corruption. Qu'est-ce qui explique la lenteur du traitement des dossiers de la corruption au niveau de la justice? De nombreuses poursuites sont engagées, parmi lesquelles les dossiers d'acquisition des avions cloués, les dossiers d'acquisition de l'avion présidentiel, tous traités et transmis à la Cour suprême. 5 mandats d'arrêt internationaux ont été lancés. S'agissant des dossiers du vérificateur, une prévision de 40 dossiers. 35 ont été transmis au cabinet d'instruction, soit 87%. La Cour d'appel de Bamako a organisé en 2021 4 sessions d'assises, dont une session sur la corruption et la délinquance financière et économique. Le Premier ministre a levé toute équivoque à propos de sa personne qui serait un blocage pour le processus de la transition. Ce discours-là qui consiste à dire que c'est ma personne qui fait le blocage, quand des hommes politiques le tiennent, bon, c'est leur droit. Mais la majorité des Maliens ne pensent pas comme ça, je suis convaincu. C'est le plus important. Vous savez, le plus grave chez l'homme politique, c'est celui à qui les gens sont indifférents. Donc dire que c'est ma personne qui sert de blocage, je pense que c'est les Maliens et le président qui peuvent porter cette appréciation. Mais vous aussi, c'est votre droit de le faire. La sécurité alimentaire, une préoccupation des populations soulevée lors de cette séance de questions d'actualité. Le programme ficelé à ce niveau repose sur 3 points détaillés par le Premier ministre qui précise les ambitions du président de la transition pour le peuple du Mali. 1. Il dit le centre de gravité de notre pouvoir, c'est le peuple. Il faut toujours qu'on regarde quelles sont les préoccupations du peuple. Il ne faut rien faire qui peut amener le peuple à douter du fait qu'on est totalement dédié à ses intérêts. La deuxième chose qu'il nous dit régulièrement, c'est de dire tant qu'il n'y a pas de justice, il n'y aura jamais la paix dans le pays. Même si tout le pays est occupé par l'armée.
même si on fait toutes les réformes les meilleures du monde, le président dit, tant que les citoyens ont le sentiment d'injustice, le pays ne sera jamais en paix. Ça, c'est la deuxième chose que le président répète régulièrement, à l'attention de tous les ministres. La troisième chose, il faut qu'on fasse tout pour que les Maliens aient de quoi manger. Un peuple qui a faim ne peut pas assumer sa dignité. Donc c'est pour vous dire que votre souci de la situation alimentaire du pays, sauf insuffisance des moyens de l'État, sont les soucis quotidiens du président de la transition. Sur l'accord pour la paix et la réconciliation, les préoccupations sont relatives à sa mise en œuvre intelligente, telle présentée dans le programme d'action gouvernemental. Mais les points de vue divergent selon le Premier ministre. Une rencontre est déjà programmée pour recenser les divergences et trouver un consensus. Les autorités de la transition disent miser sur l'esprit de communion des Maliens en attendant la levée de l'embargo. L'appel est donc lancé pour l'union sacrée autour de la patrie. Le Mali étant le bien commun. Pour les membres du Conseil national de transition, il y a nécessité d'aller à la conférence sociale pour une mise au point des différents avis. Il faut aller à une conférence sociale. Vous savez, Fofana, en vérité, même sans les sanctions, dans d'autres pays, la situation de notre pays imposait une accalmie. Je vous dis, c'est le seul pays qui fait la guerre au terrorisme, qui a les mouvements armés, qui a le Covid, qui a une crise politique, une crise institutionnelle et qui est soumis à un embargo. Parce que l'embargo, en réalité, avant l'embargo de la CEDEAO, l'embargo existait, ça ne disait pas son nom, plus le renchérissement de tous les produits dans le monde. Un gouvernement qui, pendant ce temps, avec les recettes qui baissent, je vous ai montré combien de centaines de milliards ont été, le gouvernement a renoncé, qui augmente les salaires. En principe, même sans l'embargo, on devait pouvoir faire une trêve, mais si les syndicats l'ont fait à cause de l'embargo, c'est salutaire et c'est pour cela qu'on les a félicités et remerciés en son temps. Mais ne ramenez pas tout à l'embargo aujourd'hui. Vous savez ce qui se passe en Ukraine fait qu'aujourd'hui, il y a des pays qui ne sont pas sous embargo, qui souffrent comme les Maliens. Mais comme il y a l'embargo au Mali, c'est devenu psychologique, et je crois que c'était un moyen politique de démoraliser l'élite dirigeante. Même lorsque quelqu'un a mal à la tête aujourd'hui, on dit que c'est l'embargo. Mais c'est la vérité. Or, ce qui se passe en Ukraine aujourd'hui a eu des conséquences plus graves sur la détérioration de la situation alimentaire et des finances des différents États. Les grandes importations chez nous, c'est quoi? C'est le gaz, le pétrole, les engrais, le blé, mais ces importations en grande partie viennent de la zone où il y a l'instabilité aujourd'hui. Donc même sans l'embargo, on allait sentir leurs effets. Dr Choguel Kokala Maïga a également fait le point des audits effectués sur différents services. Il a laissé entendre que les enquêtes se poursuivent sur l'affaire des logements sociaux, le recrutement à la police nationale, avant de donner des éclairages sur la zone aéroportière. Le CNT, par la voix de son président, a clos les travaux en ces termes. À l'issue de cette séance, j'estime que nous avons pu ensemble nous accorder sur les véritables priorités de l'heure. À cet égard, nul doute que vous vous emploierez très rapidement à remettre au cœur du programme du travail gouvernemental les nouvelles actions requises pour conforter le processus de refondation de notre pays. Monsieur le Premier ministre, je reconnais qu'au cours des débats, vous avez démontré votre engagement constant à réussir la mise en œuvre du PAG. Par contre, vous avez dû constater que des attentes fortes, voire des inquiétudes, ont été exprimées de façon récurrente. Le temps n'étant plus notre allié, comme vous le savez, il est donc impératif que les résultats des autorités de la transition soient bien perceptibles, aussi bien par les Maliens que par la communauté internationale.
Au finish, le Premier ministre a été applaudi par les membres du CNT. Un exercice républicain nécessaire pour lui. Il dit être satisfait de pouvoir s'expliquer sur le processus de la transition. Une intervention terminée par ses propos, je cite, « Nous ne réussirons rien, quelle que soit notre volonté, sans le soutien du peuple.